D'accueillir cet après-midi Claire de Saint-Lager. Claire est donc, elle a plusieurs casquettes, si je peux dire. Donc, tout d'abord, elle est écrivain. Elle a écrit 3 essais, La voix de l'amoureuse, Comme des colonnes sculptées et Devenir femme. Déjà, les titres, ça donne envie. Elle est conférencière et formatrice. Elle a créé Isha Formation, c'est ça, qui propose des formations et un accompagnement à destination du rayonnement des femmes et du féminin. Donc, quand on m'a... Magali, Magali qui a eu l'initiative de nous la présenter, et j'ai lu tout ça, je me suis dit qu'elle était parfaite pour venir nous parler cet après-midi. Elle est entre autres directrice du Master de Management de la Solidarité Internationale et Action Sociale à l'IRCOM, de l'IRCOM à Angers. Voilà, donc elle est quand même bien occupée, donc je suis vraiment très contente qu'elle ait accepté de venir ici cet après-midi et de nous faire cette conférence sur le féminin au service de la charité, à savoir les équipes Saint-Vincent tout court. Voilà, donc s'il vous plaît, souhaitez-lui la bienvenue. Accueillez-la de façon chaleureuse. Je suis très heureuse de cette invitation parce qu'elle lui permet de faire un pont, effectivement un pont entre plus de 10 années de travail au service du rayonnement des femmes et du féminin. Et puis aujourd'hui, ma nouvelle fonction de directrice de master à l'IRCOM, parce que nous formons des étudiants dont le métier et de devenir manager dans l'action sociale ou dans les solidarités internationales, c'est-à-dire qu'ils vont travailler dans le champ du handicap, de l'inclusion, de la protection de l'enfance, de la vieillesse, ou dans les ONG internationales, chef de projet dans l'urgence, la réhabilitation, le développement. Donc je trouve que ça fait bien le pont avec les équipes Saint-Vincent-de-Paul, ce mouvement qui est féminin et ce mouvement qui est au service des solidarités. Voilà, et de plein de visages de la solidarité, puisque j'ai bien compris que chaque équipe avait vraiment un appel qui lui était spécifique. Et je trouve que c'est un visage d'une belle fécondité, en tout cas, de ces femmes qui ont répondu et qui continuent de répondre à l'appel de Saint-Vincent-de-Paul. Et d'ailleurs, une des spécificités du féminin, j'en reparlerai, c'est de sortir du ou bien, et c'est d'être dans le et. Le féminin relie et réconcilie. Voilà, je reparlerai de cette dimension. Et donc, ça me touche que cette invitation me permette de faire le « et » entre des activités que j'ai créées il y a quelques années et puis cette nouvelle activité. Le « et » aussi, puisque c'est Magali qui a été un trait d'union de cette invitation. Magali a suivi une de mes formations il y a quelques années. Et aussi, maintenant j'habite Angers, mais j'ai vécu longtemps à Paris. Je travaillais pas loin de la rue du Bac. Donc j'aime ce quartier aussi que j'ai plaisir à retrouver. Et puis l'autre pont, c'est la figure de Louise de Marillac. Parce que déjà le jour où j'ai échangé avec votre présidente Myrta, c'était le jour de la Sainte-Louise de Marillac. Donc c'est probablement elle qui est aussi dans le coup de cette invitation. Et ce jour-là, l'aumônier de l'école dans laquelle je travaille a célébré la messe. Et il est venu me voir en me disant, notre master, on a un saint patron du master. Alors c'est une école qui est chrétienne, l'IRCOM. Mes étudiants ne sont pas nécessairement tous chrétiens, puisque c'est bien que dans la solidarité et l'engagement, il y a heureusement pas que des chrétiens. Mais voilà, l'ADN de l'école est quand même une école chrétienne. Et donc l'aumônier est venu me voir, et c'est un chercheur, donc il m'a dit, tu sais, Louise de Marillac, ça pourrait être la deuxième sainte patronne du master, parce qu'on a un saint patron qui est... je ne pense pas que vous connaissiez, qui s'appelle Saint Pedro de Betancourt, qui est un saint d'origine espagnole, qui est mort au Guatemala et qui représente plutôt le visage des solidarités internationales, le côté mission de développement. Et donc son intuition, c'était de se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait avoir un deuxième visage, le visage de Louise de Marillac, d'autant plus que Louise de Marillac a fondé l'hôpital d'Angers. Donc il y a un lien, il y a plein de liens qui font que cette conférence arrive à point nommé. Et puis, il me semble que c'est aussi l'anniversaire des 400 ans de cette, alors on dit lumière de l'esprit, cette effusion un peu qu'a vécu Louise de Marillac, de sentir cet appel, puisqu'elle l'a vécu à l'occasion de la Pentecôte, et on vient de fêter cette fête de la Pentecôte. Donc je trouve très beau de s'inscrire. Moi, je parle souvent de mes... Du coup, je commence
à découvrir ou redécouvrir Louise de Marillac, même si j'aimais beaucoup aller rue du Bac, parce que j'ai tendance à dire qu'on a tous des amis dans l'invisible. Voilà, ces amis dans l'invisible sont ces figures de saints. Moi, je plaisante, parfois je les appelle ma team, parce que j'en ai plusieurs, donc ça me fait toute une équipe que je peux mobiliser en fonction de mes besoins de soutien. Et je trouve ça beau que votre communion de femmes aujourd'hui au service de la solidarité soit une communion qui soit avec toutes les femmes qui vous ont précédées et qui sont là aussi dans l'invisible pour accompagner en fait cet engagement que vous vivez. Voilà. Et puis celles qui viendront, j'espère, à votre suite. Donc, on dit beaucoup que cette fondation des équipes Saint-Vincent de Paul, qu'on appelait les Dames de la Charité, ça je le tire des éléments que Magali m'a envoyés, parce que j'ai eu la chance de recevoir le livre, mais c'est que voilà, ça a ouvert une place particulière aux femmes dans l'Église, et puis voilà, je trouve aussi que ça a un impact très fort sur cette spécificité peut-être française dans l'action sociale, voilà, au service des plus pauvres, voilà, ce génie français aussi au service des plus pauvres, et qui a été initié par des femmes, et par Saint-Vincent de Paul bien sûr, mais j'en reparlerai, il y a aussi cette alliance en fait entre l'homme et la femme, on voit bien dans cette relation qu'avait Saint-Vincent de Paul avec les femmes. Et donc, les équipes Saint-Vincent de Paul, mouvement d'église, mouvement de charité, mouvement vincentien, mouvement féminin. Donc les femmes, premières missionnaires de la charité. Et donc aujourd'hui, je vais essayer d'aborder cette question du féminin. Est-ce qu'il y a une spécificité d'un mouvement féminin ? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire être femme ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de féminin ? On voit bien, c'est d'autant plus une question que je pense que vous n'êtes pas coupé de l'actualité et qu'on voit bien qu'aujourd'hui il y a quand même une grande confusion autour de tous ces termes de l'identité, du genre, du sexe, de l'essence, de l'être. Enfin, et donc c'est intéressant de pouvoir se reposer la question, voilà, est-ce qu'il y a une spécificité, une manière particulière, voilà, de se donner en tant que femme, et est-ce que à l'avenir, voilà, est-ce qu'il y a des valeurs et des ressources spécifiques au féminin ? Ça va être un peu ma première partie. Voilà, et comment ça se reflète dans les équipes Saint-Vincent de Paul. Voilà, je vous inviterai d'ailleurs, si vous avez à la fin de la conférence des choses sur lesquelles vous avez envie de rebondir, d'enrichir, de réagir, à le faire et voilà, à noter tout au long de la conférence s'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de réagir, puisque vous connaissez mieux votre mouvement que moi, bien entendu. Dans un deuxième temps, j'avais aussi envie de parler de comment valoriser en fait vos talents au service de la mission, parce que c'est vrai que la spécificité de votre mouvement, c'est que c'est un mouvement qui est à la fois bénévole et à la fois féminin, et on voit bien que moi j'arrive aussi avec un regard professionnel, puisque je forme des futurs professionnels des solidarités, on va dire, et que c'est souvent une interrogation, voilà, est-ce que le bénévolat a une valeur ? Est-ce que la gratuité a une valeur ? Et c'est parfois doublement renforcé parce que nous, les femmes, on peut avoir des difficultés à parler de nos talents. Voilà, on peut avoir du mal à mettre des mots. Ça peut nous sembler normal, en fait. Vous voyez, tout ce qu'on fait, ce dans quoi on s'engage. Et donc, d'aborder ça, et je trouve que pour le coup, les équipes Saint-Vincent de Paul, il y a quelque chose de vraiment intéressant parce que dès le départ, il y a une structuration du mouvement. Il y a quelque chose, voilà, il y a de l'ordre et de la créativité, il y a les deux, donc c'est cette belle alliance du masculin et du féminin. Après, je prendrai peut-être un petit temps pour évoquer, et ce sera peut-être l'occasion de réagir, des difficultés et des écueils éventuels d'un mouvement qui est purement féminin. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme difficulté ? Qu'est-ce qui peut être conflictuel, difficile, quelles peuvent être les limites ? Et c'est important de regarder ça et de voir aussi comment on peut chacune le dépasser, le transcender, être dans un mouvement de croissance. Et enfin, je finirai sur cette question de l'altérité. Voilà. Comment est-ce que vous vivez l'altérité aujourd'hui en tant que femme ? Parce que aujourd'hui on a quand même 2 hommes qui sont présents à la conférence, mais on voit bien que oui, votre mouvement est féminin, mais il s'inscrit quand même dans une forme d'altérité, que ce soit dans la rencontre avec les bénéficiaires. Je sais que c'est une interrogation que vous avez. Comment on garde notre ADN
Et voilà, j'avais envie de conclure sur cette dimension de l'altérité. Est-ce que ça vous va? Voilà, alors, sur les valeurs et les ressources du féminin, je vais entrer dans quelque chose d'un petit peu anthropologique. Voilà. Donc ça peut être un peu complexe, mais c'est un sujet qui me tient très à cœur. Et je vous expliquerai pourquoi. Et je trouve beau que les femmes se réapproprient avec fierté ces valeurs du féminin qui ont peut-être été un peu mises de côté, voilà, dans des cultures occidentales qui se sont parfois un petit peu rigidifiées, enfin, qui ont parfois érigé certaines valeurs plus masculines comme point d'orgue. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les mouvements féministes, c'est que quelque chose bouge aujourd'hui, mais pendant un temps, on a eu des mouvements féministes qui pensaient que s'épanouir en tant que femme, c'était de devenir un homme comme les autres. Or, je crois que finalement, on fait toute l'expérience que c'est pas le désir qui nous habite en profondeur, et ça voudrait dire qu'on fait une hiérarchie, comme si voilà, l'homme était supérieur à la femme et qu'il faudrait. Enfin voilà. Donc, c'est pour ça que ça me paraît un point intéressant. Voilà, j'espère le faire de la manière la plus claire possible sans que ce soit trop long, parce que c'est des thématiques qui demandent beaucoup de temps, mais voilà, ça va être donné. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Alors peut-être, avant d'introduire ces notions des valeurs du féminin, valeurs et ressources du féminin, je vais vous inviter peut-être à vous poser la question, juste comme ça, chacune, qu'est-ce que j'associe au féminin comme qualité, comme ressource, comme valeur? Je vais vous lire une citation d'un auteur que j'aime beaucoup. Alors moi, je suis certes aujourd'hui dans un secteur très académique, mais j'ai quand même une âme plutôt littéraire, et moi j'aime voilà, la poésie des mots me nourrit aussi beaucoup, donc je vais partir d'une citation de Christiane Singer, qui est une auteure que j'aime beaucoup et qui m'inspire beaucoup, et qui définit ce féminin dans un de ses romans. « J'appelle féminin cette qualité que la femme réveille au creux de l'homme, cette corde qui vibre à son approche. J'appelle féminin le pardon des offenses, le geste de rengainer l'épée lorsque l'adversaire est au sol, l'émotion qu'il y a à s'incliner. J'appelle féminin l'oreille tendue vers l'au-delà des mots, l'attention qui flotte à la rencontre du sens, le palpe et l'enrobe. J'appelle féminin l'instinct qui, au-delà des opinions et des factions, flaire le rêve commun. À l'occasion de... Quand j'ai commencé à me pencher sur ces sujets de femmes, féminin, féminité, c'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, j'avais créé pour le Bon Conseil, qui est un patronage à Paris, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est pas très loin d'ici, hein, c'est dans le 7e, là, Saint-François-Xavier. Et je devais créer un parcours pour les jeunes filles. L'idée, c'était de les aider à devenir femmes. Voilà, c'était une intuition du père de Vélo, donc j'aime bien parler de le père Vincent de Vélo, qui était à l'époque le directeur du patronage, et qui voyait ces jeunes filles qui avaient du mal qui étaient mal dans leur peau, qui avaient du mal à trouver leur place, à appréhender leur corps. Et donc, il m'avait dit à l'époque, je pense qu'il faudrait créer un parcours pour les jeunes filles sur le fait de devenir femme. Bon, il avait quelques idées, et puis je lui avais dit, écoutez, très bien, je m'en occupe. C'est à quoi il m'avait répondu, ah bon, parce que vous êtes une spécialiste. Je dis, bah non, mais je vais le devenir. Parce que c'est ça aussi. Je dis ça, je souris à peine, mais je pense qu'il y a quelque chose de ça dans l'engagement des équipes Saint-Vincent-de-Paul au départ, voilà, des équipières, des Dames de la Charité. Et vous êtes des spécialistes? Bah non, mais nous allons le devenir. C'est l'élan du désir, voilà, c'est cette mise en mouvement. Et c'est aussi en faisant qu'on apprend, qu'on transforme, qu'on fait grandir. Et donc, j'avais envie de créer un parcours pour aider ces jeunes filles. Donc, le livre Devenir femme, c'est très inspiré de ce parcours. C'est un parcours, je dis ça parce qu'il y a peut-être des mères et des grands-mères parmi vous qui ont des adolescentes. Voilà, c'est un parcours pour les jeunes filles à partir de 15 ans.
le livre est un livre pour les jeunes filles à partir de 15 ans, et le parcours est pour les jeunes filles entre 14 et 17 ans. J'étais un peu agacée par... j'avais du mal à l'époque, quand j'essayais de concevoir ce parcours, avec des définitions peut-être qui essentialisaient un peu l'homme et la femme. On a l'impression que la femme c'est ça, 3 parties, 3 sous-parties, l'homme c'est ça, 3 parties, 3 sous-parties. C'est quand même toujours un peu plus compliqué. Je veux dire, il y a plus de points communs entre un homme et une femme qu'entre une femme et un arbre et un homme et une table. Enfin, donc, de fait, la nature humaine, voilà, on partage quand même toute une expérience, toute une manière d'être au monde commune. Et en même temps, notre incarnation nous fait vivre une expérience du monde qui était différente. Mais j'avais pas envie de faire un kit pour les ados, parce qu'en plus les femmes, c'est des très bonnes élèves, donc vous leur donnez un kit, elles sont championnes, elles vont être premières de classe. Alors l'idée c'est d'épanouir la personnalité de chacune. Moi je voulais que chacune se révèle en tant que femme, mais une femme unique. Et je me dis que c'est aussi dans cet engagement que vous avez toutes, chacune vient amener sa couleur et sa patte dans l'équipe dans laquelle elle s'engage au sein des équipes Saint-Vincent-de-Paul. Donc, certes, vous partagez une expérience commune du corps féminin, de choses spécifiques au fait d'être femme, mais vous amenez chacune aussi votre caractère unique. Et donc, j'étais parfois un peu... je butais un peu contre des livres un peu essentialisants. Et j'ai fini par découvrir quelque chose d'assez passionnant, c'est que dans toutes les cultures du monde, dans toutes les traditions spirituelles et philosophiques, on retrouve cette distinction entre un principe masculin et un principe féminin. En fait, on retrouve cette idée que le monde est construit sur le deux. Alors, c'est le yin-yang dans le Tao, c'est Shakti-Shiva dans l'hindouisme. Moi, pour la tradition judéo-chrétienne, j'ai la Ish-Isha, puisque Ish, voilà, c'est le principe masculin, Isha, le principe féminin. On a traduit par homme et femme, mais c'est aussi le principe. Et donc, de se rendre compte que toutes ces cultures décrivaient en fait qu'à l'intérieur de l'être humain, il y a la même réalité que dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a cette rencontre entre le masculin et le féminin, et que en fait la vie, c'est ce mouvement, cette alternance, cette rencontre entre ce principe féminin et masculin qui est fécond et qui crée de la vie. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez passionnant parce que l'intuition derrière ça, c'était qu'on allait associer certaines valeurs au féminin et d'autres valeurs au masculin. Alors je vais vous donner une idée. Dans mon livre La Voix de l'âme rose, vous allez retrouver un tableau dans lequel j'ai un peu noté qu'est-ce qu'on retrouve dans le Tao, dans le Tantra, dans la tradition judéo-chrétienne, dans la psychologie jungienne, dans différentes sagesses. Et donc, on va associer au féminin les notions d'intériorité, de spiritualité, d'intelligence du lien, de relation, d'émotion, d'intuition, de désir, de réceptivité, d'amour, d'art, de beauté, d'ouverture, d'intimité et l'instant présent. Voilà, le féminin relie et réconcilie, le féminin fait la place à la vulnérabilité et s'inscrit dans les lois de la vie et de la nature. Il y a cette notion d'ouverture et de lâcher prise dans le féminin. Et puis on va avoir associé au masculin l'extériorité, l'action, la parole, la conquête, la vie sociale, la religion versus le spirituel pour le féminin, la force, l'intellect, la compétition, tout ce qui est la hiérarchie, la structuration, le fait de conscrire, de délimiter les règles et les lois, la projection dans le futur, les plans et les stratégies, l'efficacité, l'affirmation. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes sont privées de ces valeurs du masculin, ou que les hommes sont privés des valeurs du féminin. Sinon, il n'y aurait pas de moine, il n'y aurait pas de poète chez les hommes. Et sinon, chez les femmes, vous ne seriez pas capable de prendre la parole en public, de vous mettre en mouvement. Donc, pourquoi, en fait, les traditions ont associé ça à ces notions de masculin et féminin? Parce que l'intuition, c'est ce qui est vrai sur le plan physiologique est vrai sur le plan psychologique. C'est comme si il y avait une pente naturelle. La femme, elle a comme une disposition à l'intériorité. En fait, son corps, il est réceptacle. Il est fait pour accueillir le corps d'un autre dans la sexualité et dans la maternité.
Nos organes génitaux, notre sexe, nous ne le voyons pas. À moins de prendre un miroir, on peut aller éventuellement, si on est souple, voir à quoi ressemble notre vulve. Mais c'est plutôt quelque chose qu'on va éprouver et ressentir plus qu'on ne va le voir. Là où l'homme, il voit, son sexe est extérieur à lui, il est sous ses yeux dès qu'il va aux toilettes. Donc vous voyez, il y a un rapport en fait à l'extériorité qui est différent. Pareil, dans la sexualité, on voit bien la sexualité féminine, elle est dans cette vulnérabilité de l'accueil. Et elle est holistique, elle vibre en plein de points, il y a quelque chose d'une complétude. Chez l'homme, il y a quelque chose de l'ordre du jaillissement vers l'extériorité. Je ne vais pas tout déchiffrer, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand même notre incarnation dit quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on est limité à ça, mais dit quelque chose en fait, voilà, d'une sorte de prédisposition. J'en avais parlé longuement avec Mère Emmanuelle, qui est la mère abbesse de Boulor, et je lui disais, mais moi je pense que si les femmes sont si, par exemple, sont si connectées au monde spirituel, c'est aussi parce qu'on vit ce cycle féminin pendant 40 ans, et donc dans notre corps, tous les mois, on vit cette expérience de la vie, de la fin d'un cycle et du renouveau. Donc vie, mort, vie, l'idée qu'il y a une vie après la vie, vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, ça m'a passionné de découvrir que dans les cultures anciennes, donc les premières cultures matriarcales, je fais de l'anthropologie très très rapide, mais on a des traces, si on fait des fouilles archéologiques de cultures plus matriarcales, il y a des traces encore dans certaines cultures, et où du coup les règles et les lois n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et c'était les femmes qui étaient chamanes, et quand... donc vous voyez par exemple, l'image qui me vient, c'est la Vénus de Wissendorf. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette espèce de Vénus avec des seins et des formes très développées. On l'appelait Vénus, mais en fait c'était la divinité, voilà, que révérait la culture de l'époque. Et donc on révérait la fécondité. Et dans ces cultures où les femmes étaient chamanes, les femmes étaient à la fois présentes au moment des naissances, donc elles étaient les sages-femmes, pour ce passage de la vie à la vie avec une espèce de mort, parce qu'il y a dans l'accouchement, il y a quelque chose qui meurt pour vivre, et elles étaient aussi présentes pour les sépultures, parce qu'elles accompagnaient aussi ce passage de la vie à la vie éternelle. Et ça m'a beaucoup touchée quand, dans un des cycles de formation que j'ai donné, je me demande si c'est pas celui auquel tu as participé, Magali, on avait une participante qui était musulmane, et elle était doula, donc doula c'est sage-femme, voilà, et elle s'occupait des sépultures dans sa communauté, voilà. Donc elle faisait vraiment ce lien, et j'ai trouvé ça très beau. Donc voilà, il y avait cette idée que parce qu'on fait l'expérience de ce cycle, eh bien il y a comme une intuition des femmes qui a une vie au-delà du visible, vous voyez. Et Mère Emmanuelle, la mère abbesse de Boulor, m'avait dit, mais je pense que même le fait que la femme vive l'expérience d'être enceinte, quand elle est enceinte, alors maintenant on fait une batterie d'examens, on prend des compléments alimentaires, enfin c'est devenu très médicalisé, mais autrefois, de tout temps, les femmes ont été enceintes et ont mis au monde des enfants, et en général elles travaillaient quasiment jusqu'au bout dans les champs, enfin il y avait quand même, le monde ne s'arrêtait pas, on était dans l'attente, et en fait il n'y avait rien à faire qu'à se laisser faire. Et dans cette expérience de la maternité, on sait qu'il y a une vie en nous, et pourtant on ne la voit pas. D'un moment, on la voit quand le ventre pointe, mais on ne le connaît pas, cet enfant. On ne sait pas son visage. Et pourtant, on sait qu'il y a une vie en nous. Donc, il y a comme s'il y avait une prédisposition chez la femme à cette intuition d'une vie dans l'invisible. Donc, c'est pour ça qu'on va associer cette dimension spirituelle au féminin. On va associer au féminin aussi toute cette notion du et, le féminin relié et réconcilié. C'est-à-dire que on voit bien la femme a un rapport à la relation qui lui est très spécifique. Pourquoi ? Parce que quand une femme met au monde un enfant, cet enfant, il est totalement dépendant d'elle pendant les premiers mois de sa vie. Et d'ailleurs, l'enfant, il ne fait pas de différence entre son corps et le corps de sa mère. Et jusqu'à ce que, alors on dit la mère suffisamment bonne, elle va alterner de la présence et de l'absence pour que l'enfant finisse par s'approprier aussi son identité propre, distincte de celle de sa mère. Et là, le père joue un rôle très important d'ailleurs dans la séparation. Mais disons que la mère, elle est à l'écoute des besoins de son enfant.
Et elle ne peut pas dire, là où je dis le masculin va se séparer, et c'est bon parfois de conscrire, voilà, c'est le glaive, l'épée du glaive, hein, on parle de Jésus, mais le féminin, il a comme une capacité à comprendre, à sentir le besoin de l'autre. Parce que la mère, elle est constamment disponible aux besoins de son enfant. Ça, je fais le lien avec la question des solidarités. Donc on a associé au féminin l'empathie, la compassion. Je vais essayer de... Je vais pas tout détailler sur ces notions masculin-féminin parce que ça nous prendrait des heures. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, il y a des ressources et des valeurs du féminin qui sont essentielles et qui, j'en suis certaine, sont présentes dans votre œuvre, dans votre mission. D'ailleurs, je prendrai le temps d'ailleurs de le nommer. Pour revenir à ces valeurs du féminin et ces ressources, le souci, c'est que pendant pas mal de générations, je pense que ces valeurs du féminin, elles ont été très présentes jusqu'au début de la Renaissance. On avait encore des formes de vie de femmes libres dans le monde, avec les béguinages. On avait encore des figures de femmes assez puissantes. On avait des abbesses comme Hildegarde de Bingen au XIIe siècle. Et donc, il y avait ce qu'était le féminin était respecté à un endroit. Et puis, la Renaissance a voulu réhabiliter les valeurs gréco-latines, a un peu mis en exergue l'humanisme, la raison. Et peu à peu, on a commencé à faire une hiérarchie et à passer dans le masculin est plus important que le féminin, vous voyez. Et nous, on est héritières de ça. On est héritières de siècles où, quelque part, les valeurs du féminin, on a l'impression que c'était un peu secondaire. Oui, mais enfin, l'intuition, la réceptivité, la subtilité, c'est quand même moins important que la raison et la rationalité. Or, je pense que c'est faux. Je pense que, en fait, c'est ensemble. On a besoin des deux, en fait. L'équilibre de l'être humain, c'est ce lien tête-cœur-corps. Et je pense qu'aujourd'hui, notre monde a besoin de plus de féminin. On voit bien qu'on est dans un monde qui crève d'extériorité. On est dans un monde où on essaye de résoudre les grandes questions de l'être humain. Est-ce que je suis éternel ? Est-ce que je suis complet ? Par l'extériorité, voilà, par la technique, par le transhumanisme. Moi, par exemple, en ce moment, le mouvement transsexualité, transgenre, je me dis, mais c'est une très mauvaise réponse à une très bonne question, qui est, mais voilà, est-ce que mon incarnation me limite dans l'accomplissement de mon être ? Non. Bien sûr qu'en tant que femme, je peux exprimer les valeurs du masculin aussi, c'est-à-dire que le masculin est au service du féminin ontologiquement, j'expliciterai pourquoi. Et bien sûr qu'en tant qu'homme, je peux me relier à mon féminin intérieur, je ne suis pas obligée de changer de sexe, et vous voyez ce que je veux dire, et de bricoler à un corps pseudo, une apparence. Je suis un peu dure sur ces sujets, mais voilà. Est-ce que je peux vivre éternellement transhumaniste ? Je vais avoir des bras bioniques, une vision. C'est inintéressant au possible. Je vais vivre à perpétuité, mais je ne vais pas réaliser l'éternité. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on est dans une époque où justement on aurait besoin de remettre du féminin. On est dans une époque où les communautés sont. On vit de plus en plus en communautés, vous savez, séparées. Voilà, on ne se connaît pas, on ne se parle plus. Et donc il y a besoin de ce lien que créent les femmes. On voit bien que dans une famille, c'est souvent les femmes qui créent du lien. D'ailleurs, dans les familles où il y a des fils, il faut que la belle-mère elle s'entende bien avec ses belles-filles pour que voilà, l'unité de la vie familiale demeure, parce que c'est souvent un défi, c'est souvent les femmes qui vont être attentives à ces sujets de lien. Et donc, on a un monde où on a besoin d'intériorité, d'intimité, on est dans un monde de l'extimité. Aujourd'hui, tout est sur les réseaux sociaux. Je me raconte ma vie par image. Donc, on ne sait plus se relier à l'intime et au lieu de notre vie spirituelle. On est dans un monde de la compétition. C'est la croissance, voilà, la consommation. Là où on aurait besoin de coopération. Alors, j'aurais plein de choses à nuancer parce que moi, je pense que le bien et le mal croissent également croissent parallèlement dans le monde. En fait, il y a aussi des très belles initiatives de coopération et les équipes Saint-Vincent-de-Paul en sont un exemple. Et donc, je pense que notre monde a besoin de nouveau de féminin et que les femmes peuvent en être les porte-paroles, peuvent en être les premières porte-drapeaux. Voilà, peuvent s'autoriser à être fières, en fait, d'incarner, d'être des icônes visibles de ce féminin dont le monde a besoin.
Voilà, je fais un petit point, peut-être une précision importante. J'ai dit ontologiquement le féminin au service le masculin au service du féminin. Donc, ça ne veut pas dire que les hommes doivent être les esclaves des femmes, c'est pas du tout ça. C'est que par exemple, on va associer le féminin au fait par exemple, aux émotions, à l'intuition, à la capacité de percevoir dans l'invisible, et on va associer le masculin à la capacité à décider, à penser et à agir. Or, vous voyez bien, humainement, dans toutes les décisions de notre vie, pour bien agir, décider, penser, il est nécessaire d'avoir au préalable déjà bien perçu, ressenti, senti. Et donc le féminin est premier. Et donc c'est comme si, dans les traductions de l'Ancien Testament, on pourrait considérer si, voilà, hommes et femmes, il les créa à l'image de Dieu, il les créa. Il y a plusieurs traductions possibles, l'hébreu est assez riche. Et voilà, certains traducteurs disent on peut aussi traduire par mâle, femelle, il les crée. Et cet Isha, ce principe féminin, se représente l'âme, en fait. Donc cette idée de l'intériorité de l'être humain. Et donc il y a cette idée, voilà, que le problème de notre monde, c'est que nous ne sommes pas dans l'alliance et souvent nous agissons loin de notre cœur. Nous raisonnons de manière absolue sans repartir du réel et de la sensation. Moi, je dis souvent que si on s'en tient à la raison pure, on peut prouver l'existence de Dieu comme on peut prouver la non-existence de Dieu. On voit bien que la vie spirituelle, elle se situe à un autre endroit, c'est une expérience, c'est une rencontre, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime. Alors, il y a des scientifiques formidables et des théologiens qui vont avoir de très beaux raisonnements et je pense que la science peut vraiment être un outil au service de la foi, mais on voit bien qu'il y a quelque chose d'un autre ordre aussi dans la foi, et qui est de l'ordre du féminin, qui est en chacun de nous, hommes et femmes. Voilà, donc ces valeurs, elles n'appartiennent pas qu'aux femmes, mais néanmoins, les femmes en sont cette icône visible. Et j'en reparlerai un peu plus tard, mais il y a une dimension initiatique du féminin. C'est-à-dire que, c'est comme si l'une des vocations de la femme, c'était d'amener l'homme à passer de la tête au cœur. Voilà, symboliquement. D'ailleurs, la symbolique de la décapitation dans les mythes, c'est ça, c'est ce passage de la tête au cœur. Je pense à la figure de Judith dans l'Ancien Testament, voilà, il y en aurait d'autres. Je reviendrai un peu sur ça. Donc, voilà, si je parle de ce féminin, et j'ai envoyé à Magali le tableau, donc elle pourra vous les faire suivre, hein, si ça vous intéresse, si vous avez envie de creuser, voilà, ces notions. Ce que je voulais dire par là, c'est que la question que je me pose, c'est comment ça se manifeste au sein des équipes Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, comment ce féminin, il rayonne dans l'engagement que vous avez toutes comme équipières. Eh bien, si je prends l'exemple de Louise de Marillac, tel qu'elle est décrite dans le très beau livre sur les équipes Saint-Vincent-de-Paul, Louise de Marillac, elle a à la fois une vie d'oraison, une grande charité, c'est à la fois une artiste, elle est à la fois pédagogue, mais elle est aussi décrite comme très organisée et capable de décider et d'agir. En fait, Louise de Marillac, elle vit l'alliance. Elle est capable de vivre toutes ces ressources du féminin et de déployer aussi ces ressources du masculin au service de l'organisation, de la structuration. Et ce que je trouve particulièrement beau dans votre mouvement, et là où je trouve qu'il y a une beauté féminine de votre mouvement, c'est que d'abord, ces femmes qui suivent Saint-Vincent-de-Paul, ce sont des femmes d'audace. C'est une des premières choses qui m'est venue. Ce sont des femmes qui sont dans le oui, cette fameuse ouverture du féminin, à l'image du oui de Marie. Il y a un appel et je dis oui. Et pas oui, mais, pas oui peut-être. Oui, mais attends, il faut que je vérifie ce que j'ai sur mon compte en banque. Bon, ça ne marchait pas tout à fait comme ça à l'époque, mais... et c'est intéressant, c'est ce oui sans condition qui met en mouvement ce me voici de Marie et à la suite des prophètes. Et cette dimension un peu initiatique de on ouvre la voie. Vous savez, on parle de Marie, première en chemin. Et je trouve qu'il y a vraiment cette image dans les équipes Saint-Vincent-de-Paul, voilà, les premières en chemin. Et bien, Saint-Vincent-de-Paul a un appel, oui, à la suite. Donc cette audace. Et ce que je vois dans cette audace, et notamment chez Louise de Marillac, j'insiste un peu sur cette figure, parce que j'ai essayé de prendre une figure, bien sûr, je ne connais pas toutes les figures des premières pionnières, mais je pense que vous pourrez le relire avec les autres femmes qui vous inspirent dans le mouvement. Et dans ce oui, je vois aussi une femme de désir. Voilà, Louise de Marillac, c'est une femme de désir. Elle a un désir de se donner, elle a un désir de servir, elle est habitée d'un élan de vie.
Et je trouve qu'en plus, sa vie est passionnante parce qu'elle a été épouse des mères, ensuite elle a été engagée, puis consacrée. Et donc il y a cette idée c'est vraiment son désir qui la conduit. Alors, parfois elle se prend un peu la tête, elle est pleine de scrupules par rapport à ses désirs. Est-ce que j'ai bien écouté le Seigneur? Mais bon, je pense que ça c'est aussi le contexte de l'époque, et puis ça ressemble aussi un peu parfois à nos petites prises de tête féminines de est-ce que j'ai assez bien fait? Mais il y a vraiment ce feu du désir, cet élan. Encore une fois, j'ai envie de parler de la Vierge Marie. Pour moi, la Vierge Marie, c'est une femme de désir. C'est une femme de feu. On présente beaucoup Marie, la douceur. En fait, Marie, c'est tout ça. Mais c'est une femme de feu, il y a une audace folle. Elle prend un risque fou dans son oui à l'Annonciation. Et pourquoi cette audace est possible? Parce qu'il y a cette humilité de je me reçois d'un autre qui est le Seigneur, et il me donnera les moyens à chaque instant d'accomplir cette mission à laquelle il m'appelle. Donc je ne suis pas en train de regarder mon nombril pour voir si je vais être capable. Je dis oui. Et je fais confiance que ça me sera donné. Un autre visage aussi qu'on retrouve dans les équipes de Saint-Vincent-de-Paul, c'est cette qualité du féminin qui relie et réconcilie. Voilà, il y a cette idée les femmes se rassemblent, elles choisissent de travailler ensemble, elles choisissent de faire corps, elles choisissent de s'unir. Et derrière ça, d'ailleurs, elles s'organisent avec ce conseil de direction, une supérieure, une assistante, une trésorière, c'était ça, je crois. Et donc, il y a cette idée de ce féminin qui relie et qui, en reliant, va pouvoir se relier aussi au service de ceux qui ont besoin de leur aide, et donc de cette capacité à créer du lien chez les femmes. Ce que je trouve aussi très féminin dans votre mouvement, c'est cette vision à 360 degrés. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de très féminin aussi, c'est d'avoir cette manière holistique, de considérer. Edith Stein, elle disait, la femme accomplit sa vocation par le déploiement de toutes ses dimensions. Et l'homme accomplit souvent sa vocation par le fort déploiement de certaines. C'est-à-dire que souvent, on voit chez les hommes cette capacité à être dans l'expertise. On va avoir des hommes chefs cuisiniers. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de femmes. Mais par contre, au quotidien, les femmes vont être et dans la cuisine et dans plein de choses. Cette idée un peu du 360 degrés qui, aujourd'hui, parfois use les femmes. Moi, je suis d'une génération, j'ai 37 ans, je suis de la génération burn-out maternel, burn-out, toutes les femmes de ma génération, elles font des burn-out parce qu'elles veulent tout accomplir. Alors on leur reproche, on dit qu'il faut faire des choix. Mais je pense que c'est dans le cœur de la femme d'avoir ce désir d'accomplir, de s'accomplir dans toutes ces dimensions. Et je trouve que c'est passionnant aussi ces visages de femmes qu'il y a eu dans les premières équipières Saint-Vincent-de-Paul, c'est qu'elles ont quand même accompli beaucoup de dimensions de leur vie de femme. Et donc ça demande aussi derrière pas mal de discernement, de limites, mais il y a cette vision 360 et il y a aussi cette vision 360 dans votre action. Quand je regarde tous les champs dans lesquels vous intervenez, les personnes isolées, les SDF, les migrants, les personnes âgées, les familles, les enfants, les chômeurs, et puis tous les ateliers que vous déployez, donc de cuisine, de couture, de jardin partagé, je sais qu'il y a plein de choses très différentes de créativité. Je me dis, ça c'est aussi une spécificité du féminin, c'est que je vois un besoin, je vais essayer de répondre, et je vais essayer de répondre à chacun des besoins. Comme souvent une femme dans son environnement, elle va essayer d'être présente dans chaque aspect. Au risque de l'épuisement parfois, mais c'est intéressant, il y a l'idée, non, c'est pas au bien, c'est le « et ». C'est comment on essaye d'être dans cette complétude. Ce que je trouve très beau aussi dans les équipières Saint-Vincent-de-Paul, c'est encore dans cette idée du « et », c'est qu'on est au service de la vie matérielle et spirituelle et on ne sépare pas les deux dimensions. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup agacée quand on me parle. J'aime beaucoup l'évangile de Marthe et Marie, vous devez tout connaître. Pour moi, c'est un évangile essentiel et je pense que ça parle aussi profondément de cette spécificité d'une spiritualité féminine. Mais c'est que dans l'évangile de Marthe et Marie, on a pu avoir des sermons, on en a eu des très bien aussi, mais il y a les actifs et les contemplatifs, il y a ceux qui font et puis il y a ceux qui prient. Et c'est pas du tout ce que dit le Seigneur. Si vous regardez dans l'évangile, il ne reproche pas du tout à Marthe de faire. Il lui dit tu te soucies et tu t'agites. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et en fait, ce qu'on voit, c'est plus une question de mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, Marie, d'abord, elle l'accueille, elle écoute et elle reçoit.
C'est parce qu'elle se reçoit qu'elle est capable de devenir l'apôtre des apôtres, qu'elle va devenir la première au pied de la croix, la première à l'onction de Béthanie, enfin, avec toute cette dimension prophétique et puis et puis évangélisatrice de Marie, qui est c'est une autre de mes figures féminines que j'aime profondément, Marie-Madeleine. Et ce que je trouve très beau dans cette figure, c'est de ne pas opposer l'action et la contemplation, le matériel et le spirituel. C'est comment on relie. Voilà. L'être est au service du faire, et non pas l'inverse. Et donc c'est parce que je me reçois, je suis dans l'écoute de mon désir profond et ensuite de l'appel de ceux qui sont dans le besoin que je vais pouvoir me donner. On va retrouver aussi cette dimension aussi de ces valeurs féminines de compassion, d'accueil de l'autre, de réceptivité. Voilà, j'imagine à quel point vous devez continuellement écouter, accueillir voilà, les bénéficiaires que vous accompagnez, toutes ces personnes. Et puis une valeur qui est associée au féminin, que j'ai évoquée là dans mon petit tableau, c'est la dimension de vulnérabilité. Louise de Marillac, elle disait les pauvres sont nos maîtres. Je trouve que c'est un point intéressant parce que je peux rejoindre l'autre parce que je consens ma propre vulnérabilité et je ne me positionne pas en sachant, supérieur, expert, fort par rapport à quelqu'un de fragile. Je viens rencontrer l'autre, voilà, de vulnérabilité à vulnérabilité pour pouvoir le rejoindre. Et la vulnérabilité, c'est l'autre pendant du courage. La vulnérabilité, c'est oser être celle que je suis, sans masque. Il y a une chercheuse américaine que j'aime beaucoup, elle qui dit la vulnérabilité, s'appelle Brené Brown, la vulnérabilité a l'odeur du courage et le goût de la vérité. Et je crois qu'il y a quelque chose de profondément vertueux à cet accueil de la vulnérabilité dans l'autre et en moi, et comment la vulnérabilité de l'autre me révèle la mienne, et comment l'ouverture de mon cœur à l'autre lui permet aussi de trouver cette écoute et d'être rejoint. Et ça, c'est aussi un talent que vous déployez dans ces engagements, dans des équipes Saint-Vincent-de-Paul. Une autre dimension qui me vient, on associe au féminin la beauté. Alors, je trouve ça beau parce que je me suis émerveillée en rentrant ici de voir ce jardin en fleurs. La beauté, c'est souvent comme un surcroît d'amour. Et le monde n'est pas obligé d'être beau, et pourtant il est beau, disait François Cheng. On voit bien que la beauté du monde, c'est une espèce de débordement de la générosité de Dieu. Ça nous dit le visage de Dieu. Le monde est beau et c'est totalement gratuit qu'il soit beau. D'ailleurs, on est très fort pour l'abîmer, cette beauté, pour pouvoir la capter. Et on pourrait se dire que la beauté, c'est du superflu. Mais il faut donner le nécessaire. Or, on voit bien, et puis je vois bien, certaines parmi vous font des ateliers d'art créatif aussi, que dans l'engagement, enfin, un des gros problèmes de l'engagement des solidarités, c'est souvent les moyens, les lieux qui peuvent être un peu miteux, un peu tristes, là où en fait, souvent les femmes vont amener cette petite touche, le petit bouquet de fleurs, vous savez, cette petite touche, ce supplément d'âme, en fait, qui rend sa dignité à l'autre. Et je crois que la beauté, elle dit cette présence de Dieu, en fait. Elle redit à l'autre, tu es beau. Voilà, tu as du prix, tu as de la valeur. C'est pas superflu. Parce que, et je célèbre voilà, ce que tu es, et je le manifeste aussi par cette délicatesse d'amener de la beauté. Voilà. Je ne rends pas juste un service. J'y amène une âme. Voilà. C'est Saint-Jacques qui disait ça, quand on aime tout jusqu'à ouvrir une porte, on est renouvelé, tout geste devient beau, quoi. Voilà, je vais mettre chacun de mes mouvements, je vais mettre de la douceur, de la délicatesse, de l'élégance, et voilà, il y a quelque chose d'une offrande au monde aussi. Je sais que cette question de la beauté, elle est souvent un peu contestée parce qu'on se dit, mais non, mais les femmes ne sont pas des objets, etc. Moi, je rappelle souvent aux adolescentes que la beauté, c'est la femme et les fleurs, c'est ce qui a le plus inspiré tous les artistes, les peintres, les poètes. Donc peut-être que la femme dit quelque part cette beauté au monde. Ça n'empêche pas aux hommes de le dire aussi, hein, la beauté de l'homme aussi, et je me dis, mais c'est bien parce qu'elle dit quelque chose de Dieu, en fait. Dieu est beau.
Dieu désire qu'on l'aime. Et non pas qu'on le capte, mais qu'on le contemple et qu'on s'émerveille. Et donc cette beauté, je trouve qu'elle est un baume aussi, elle console, elle soigne, elle guérit. Voilà, c'est quelque chose aussi que porte le féminin. Et enfin, dans une autre valeur et ressource que vous incarnez aussi dans ces équipes Saint-Vincent de Paul, c'est cette forme de vie libre. Voilà, c'est une femme. Quand je prends l'exemple, par exemple, des premières des Dames de la Charité, ben, c'est des femmes qui étaient laïques, quoi. Il y avait, elles n'ont pas été dans une forme de vie cloîtrée, elles étaient présentes en fait, et je trouve ça très beau, c'est cette idée voilà, de cette liberté de pouvoir circuler, de pouvoir être présence dans le monde, pas avoir besoin de couper pour vivre à la fois de la présence de Dieu et de l'offrir, et puis de notre générosité, voilà, et de cette charité. Je dis ça parce que ça me paraît essentiel, parce que dans cette notion de liberté, il y a une auteure, Jacqueline Kellen, elle dit souvent, vous savez, dans l'Église, le masculin, c'est ce qui va, c'est les piliers, quoi, c'est les colonnes, c'est ce qui porte un peu l'édifice de l'Église. Et c'est important, il faut qu'il y ait des murs, il faut qu'il y ait une structure, une architecture. Et le féminin, c'est ce souffle qui ouvre toutes les portes et les fenêtres et qui fait qu'il y a de la vie à l'intérieur, voilà, que ça circule. Et donc c'est aussi cette liberté. Et je pense qu'il faut les deux, hein, c'est dans l'alliance. Je reviendrai sur cette question de l'alliance. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas de ce féminin. Je pourrais en parler, je pourrais dire beaucoup plus de choses, mais en tout cas voilà ce qui me vient cet après-midi de vous transmettre. Alors, la deuxième question que je me posais, c'est, vous êtes un mouvement féminin, vous êtes aussi un mouvement bénévole. Alors, c'est beau, mais je sais que vous avez plein d'interrogations aussi sur l'avenir de votre mouvement. Voilà, un mouvement de femmes, un mouvement de bénévoles, comment on fait pour atterrir. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est drôle, moi, je viens dans cette voilà, fonction qui est la mienne aujourd'hui, de direction de master, où ben, on pense que les solidarités sont un métier, voilà, des compétences. Or, la plupart d'entre vous choisissent de donner ce temps bénévolement, et je pense que non seulement vous avez des talents, mais en plus vous déployez des compétences enfin, nouvelles dans ce champ d'action. Et donc la question c'est, est-ce que l'engagement perd de sa valeur s'il n'est pas professionnalisé, ou au contraire s'il est professionnalisé, est-ce qu'il est moins généreux, enfin, selon l'éternelle question. Et moi j'ai envie de dire les deux, en fait. Je pense que c'est important qu'il y ait les deux, et d'ailleurs nous, un de nos cours qu'on donne à nos étudiants en gestion des ressources humaines, c'est la gestion des ressources humaines, du bénévolat, voilà, qui sont des véritables ressources humaines. Et donc comment vous, en tant que femme, vous allez pouvoir mesurer la valeur de votre engagement. Voilà. Qu'est-ce que je donne? Combien de temps je donne? Quel talent j'amène? Quelles compétences j'ai développées? C'est peut-être des sujets que vous avez déjà abordés par le passé. Mais pour moi, ça me paraît important quand même de mesurer la valeur de votre engagement, parce que c'est nécessaire pour vous. On a besoin, en fait, je pense que l'être humain, il a deux besoins fondamentaux. Il a besoin d'être aimé, notre première vocation, aimer et être aimé, mais il a besoin aussi de se sentir compétent, de sentir qu'il a une place, qu'il fait partie, qu'il apporte quelque chose à la communauté, qu'il est important. Voilà, c'est notre instinct grégaire aussi, on a besoin de vivre ensemble, hein, en communauté. C'est pas anodin ce que je vous dis, ça c'est des notions un peu de psycho aussi, parce que je pense que c'est pareil dans notre manière d'être avec les bénéficiaires de nos actions, voilà, quand on est auprès de populations vulnérables, c'est de bien avoir en tête qu'on les accompagne, mais on leur donne une place aussi, donc quelque chose à nous offrir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens, et je pense à la dignité de la vie humaine, c'est pouvoir aussi redire
c'est bon que tu existes. Ta vie me fait du bien, en fait. Et elle peut me faire du bien de plein de façons. Et d'ailleurs, si je prends l'exemple de l'Arche, vous savez, la communauté de l'Arche, ben, les personnes en situation de handicap sont invitées à rendre les mêmes services que les autres colocataires qui sont dans les maisonnées. Et bien même si tel jeune trisomique, quand il met le couvert, il casse 3 assiettes ou il fait tomber, voilà, il pense à autre chose, c'est important que ce soit lui qui le fasse, parce que c'est ce qui lui donne sa dignité. Et pour moi, c'est important aussi que chacune de vous puissiez mesurer en fait la valeur de ce que vous offrez, que c'est précieux en fait ce que vous amenez, et que vous amenez votre temps, vous amenez vos talents, vous amenez des ressources. Et puis, valoriser la gratuité, c'est aussi apporter un cadre. C'est pouvoir dire que puis-je offrir et comment, dans quelles limites. C'est un point essentiel parce qu'aujourd'hui, dans ce monde des solidarités, il faut savoir que nous, on constate en ce moment qu'on a de plus en plus de mal à recruter des étudiants, par exemple, dans notre master, mais que globalement, ce secteur de l'action sociale, a beaucoup de mal à recruter. Il y a de moins en moins de gens qui ont envie de s'engager, de donner. C'est des métiers difficiles, c'est des métiers souvent dans des contextes difficiles, c'est des métiers où il y a beaucoup de burn-out. Et donc c'est nécessaire aussi d'avoir conscience de ces limites. Je donne et je me donne, mais pour pouvoir me donner, il faut que je puisse me remplir. Donc voilà, à quelle source je me remplis? Se remplir, ça va passer par notre vie spirituelle, ça va passer par notre vie amicale, familiale, amoureuse, professionnelle pour certains d'entre vous. Et ça va passer aussi par le fait de célébrer. Voilà. Célébrer ce qui a été accompli, célébrer, reconnaître vos équipières, reconnaître ce qui a été accompli, reconnaître les bénéficiaires, célébrer ensemble en fait ce qui a été réalisé ensemble. Et un autre point, c'est que le lieu de votre engagement doit être source de joie. Moi, j'en suis convaincue, c'est que nos missions, là je parle de notre mission au sens où on a tous une mission, en ce moment on a tous un appel qui nous est propre et singulier, c'est un de mes grands leitmotifs, Magali en sait quelque chose. Romana Guardini, il a cette phrase que je trouve très belle, c'est « Chaque homme est une parole singulière que Dieu prononce pour chacun en particulier. » Chaque homme est une parole singulière que Dieu prononce pour chacun en particulier. Tout homme a la capacité par sa vie d'exprimer quelque chose que nul autre ne peut exprimer. Et donc, la joie, c'est quelque chose qui se reçoit et qui se donne. Maurice Zindel, mystique, prêtre et mystique suisse du XXe siècle, disait voilà, ce qui nous enracine en Dieu, ce sont nos goûts et nos goûts les plus profonds. Voilà, c'est par ce point-là, c'est par les goûts les plus profonds que Dieu va me saisir et va ordonner mon être vers lui. Et parfois, dans nos engagements, je pense que c'est important de se rappeler voilà, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que c'est source de joie? Est-ce que j'ai du goût à ce que je donne et ce que je fais? Est-ce que c'est encore vivant? C'est en ça que je distingue vraiment les talents et les compétences. Parce que les compétences, c'est des choses qu'on va acquérir. On est obligé dans notre vie de développer certaines compétences dans les métiers qu'on exerce, dans les situations. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été entrepreneuse pendant 7 ans, donc j'étais indépendante. C'est pas mon truc, les budgets, la finance, ce genre d'aspect. J'étais obligée, ou l'administratif, j'étais obligée de développer ces compétences si je voulais que mon activité fonctionne. Mon talent, ça va être plus de créer, de transmettre, de prendre la parole, mais j'ai développé des compétences. Mais ce qui va faire que je suis toujours heureuse et vivante dans ma mission, c'est que mes compétences sont au service de mes talents et de mon appel, et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comment, en premier lieu, je suis à l'écoute de qu'est-ce qui est désirant en moi, et ce qui vous permet, voilà, pour vous donner un petit indicateur de vos talents, parce que j'ai remarqué que les femmes souvent avaient du mal à identifier leurs talents. Pourquoi? Parce que on a un petit défaut, nous les femmes, c'est que on s'imagine qu'une réussite, c'est nécessairement quelque chose de coûteux. Je veux dire, ça doit être dur et laborieux. On a un peu gardé ça de l'école, en fait, surtout l'école française, qui est quand
même la seule école où on a un exercice où on perd des points et la dictée. Donc vous voyez, non mais ça formate quand même l'esprit. C'est que ça formate le regard qu'on pose sur nous. Si on n'est pas encouragé à réussir, il faut faire attention à ne pas rater. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça change tout en fait comme dynamique. Et donc j'aime bien dire que voilà, nos talents, souvent, on a du mal à les identifier parce qu'ils nous sont naturels. Nos talents, ça peut être les activités qui ne font pas de la notion du temps. Est-ce que vous avez des choses que vous faites et vous pouvez y passer des heures si vous vous réalisez, tiens, je viens de passer 3 heures sur ça, voilà, ça c'est un assez bon indicateur d'un talent et d'un goût. Ou des sujets, vous pouvez parler des heures sans vous lasser. Si on vous lance sur tel sujet, vous êtes intarissable. D'autres sujets, on a un peu marre au bout d'un moment de la conversation. Voire parfois vous réorienter vers des sujets qui vous intéressent plus que les conversations. Voilà, donc ça fait partie de nos talents et de nos appels. Avec une de mes anciennes collaboratrices, Laure Bourdin, on avait un peu donné des petits points de repère pour savoir quel est notre appel et notre mission. Je vous dis ça, j'ai bien conscience que c'est un engagement bénévole, mais moi je pense que jusque dans nos engagements bénévoles, il faut que ça reflète notre être. C'est pas parce que c'est bénévole, c'est que ce ne sera pas à votre image. Voilà. C'est pas parce que c'est pas rémunéré que c'est pas un appel singulier aussi que vous recevez. Voilà, parce qu'on a tendance à un peu se dire, moi j'ai l'image par exemple d'une jeune femme que j'avais reçue dans une de mes formations. Elle avait pris comme engagement bénévole, elle avait un métier, et puis son engagement bénévole, c'est qu'elle faisait des week-ends à bras ouverts le week-end. Donc vous voyez, à bras ouverts, c'est une association qui accompagne des enfants en situation de handicap, et c'est des jeunes qui vont faire des week-ends pour soulager les familles. Voilà. Et c'est super beau. Moi, j'ai une de mes amies, elle a rencontré son mari là, en week-end à bras ouverts, et voilà. Donc il y a des gens pour qui c'est vraiment l'appel, mais elle m'a dit, en fait, moi, mon engagement, ça me coûte. Je me sens pas à ma place, j'aime pas. Mais elle pensait, être bénévole, il faut que c'est important d'être bénévole, d'avoir un engagement. Et je me suis rendu compte que par contre, elle dansait très très bien. Parce qu'on faisait des ateliers d'art-thérapie de danse. Et à un moment, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais pas venir faire danser les femmes? Je trouve que ça peut les aider à se connecter à leur corps. En fait, elle est venue animer un atelier de danse comme ça, et elle m'a dit, mais c'est incroyable. Elle avait eu un plaisir fou à faire ça. Je lui ai dit, voilà, là, t'es à ta place. Malheureusement, auprès des personnes en situation, c'était pas totalement ta place. C'est un bel engagement pour quelqu'un dont c'est la mission. Et donc c'est aussi, ça ne veut pas dire que dans notre quotidien, si on a une amie handicapée, par exemple, moi je me dis, c'est pas forcément ma vocation, le handicap, mais j'ai une très bonne amie qui est en situation de handicap. Quand je vais chez elle, bien sûr que je l'aide à aller aux toilettes, c'est quelque chose qu'on peut faire dans notre quotidien, mais c'est pas mon appel et ma vocation, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est important aussi dans votre engagement de bénévole pour qu'il reste vivant, pour qu'il reste fécond, pour que ce soit fécond pour vous, pour vos équipières, pour les bénéficiaires, que ça vienne du lieu de votre désir et du lieu de vos talents. Et ce qui ne vous empêchera pas de développer des compétences complémentaires. Alors nous, on donnait, avec mon amie Laure, on donnait quelques pistes. Une des pistes, c'était quels étaient mes rêves d'enfant. Voilà. Pourquoi je rêvais quand j'étais enfant? C'était quoi voilà. Comment ça se traduit dans ma vie aujourd'hui? Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais enfant, j'aimais être poète. J'avais beaucoup d'ambition, comme vous pouvez voir. Et ce que je vais interroger aujourd'hui, c'est quelle est la place des mots dans ma vie? Quelle est la place de, par les mots, ouvrir à quelque chose de nouveau, à une parole singulière, à quelque chose d'indicible? Si vous rêviez d'être archéologue, quelle est votre place à dénicher des trésors, creuser, chercher? Vous rêviez d'être infirmière, médecin, et puis finalement, c'est pas ce que vous avez, quelle est la place du soin? Vous rêviez d'être prof, quelle est la place de la transmission? Il y a plein de... Enfin, vous voyez, ça ne se manifeste pas forcément dans un métier, mais ça se manifeste dans nos engagements. Il y a quelque chose de l'ordre de ces rêves d'enfants, parfois, qui rejaillissent. Et voilà, c'est bon d'aller regarder ce qui a été semé. Ensuite, là où je suis à ma place, quelque chose que je peux identifier, c'est les dons que j'ai reçus. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Les choses que je fais naturellement, les sujets dont je parle des heures sont menacés, mais surtout les conseils que viennent me demander les gens. En général, mes amis, ma famille, c'est sur quel sujet, dans quel domaine qu'ils viennent me poser des questions, me demander des conseils.
Parfois, on est surpris. On se dit, ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai une amie comme ça qui me dit, oui, moi, c'est toujours sur des sujets de couple qu'on me demande des conseils. Et donc, elle est devenue conseillère conjugale et familiale après. Mais elle a pris conscience que, en fait, c'était un talent et une ressource qu'elle avait. Et je vous invite d'ailleurs, entre équipières, si vous ne l'avez pas déjà fait, à pouvoir vous redire. Voilà. Parce que, un petit exercice que j'aime bien, c'est demander à 5 personnes, donc ça peut être dans vos équipes, mais ça peut être aussi dans vos amitiés, dans vos vies de famille, 2 qualités qu'ils ont repérées chez moi et comment ces qualités, elles se sont incarnées concrètement, donc avec un exemple concret. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Côté t'es sympa, un exemple, où t'es ingénieuse, t'es inventive, voilà, parce que je me suis rendu compte que tiens, on avait telle difficulté pour transmettre des notions de français aux migrants, et toi, en fait, t'as inventé une méthode, et voilà, enfin, je vous donne un exemple, mais voilà, c'est un bon exercice pour repérer, et puis ça fait du bien. Ensuite, mon parcours, donc quelles ont été les étapes significatives, qu'est-ce que j'ai appris dans mon parcours professionnel, personnel, mes réalisations, mes projets, mes voyages, mes rencontres, mes engagements bénévoles. Et puis enfin, mes épreuves. Et souvent, c'est au détour de nos épreuves, de nos ruptures de parcours, d'un deuil, de chômage, d'un burn-out, que sais-je, qu'on découvre des nouvelles ressources en nous. Voilà, qu'on vient découvrir et déployer de nouvelles ressources. On va mettre au service, voilà, de ceux que vous accompagnez dans les équipes Saint-Vincent-de-Paul. Alors, je me suis dit que j'allais vous donner quelques exemples très concrets de plein de talents et compétences que vous développez dans le cadre de vos activités. Par exemple, en tant qu'équipière, vous allez développer cette compétence de savoir vous engager, prendre votre place. Ça, c'est un talent. Prendre position. Est-ce que vous savez défendre un projet? Est-ce que vous savez repérer votre motivation, adhérer aux valeurs d'un projet? Est-ce que vous inscrivez votre action dans une perspective à court, moyen, long terme? Est-ce que vous savez suivre les différentes étapes d'un projet? Là, ça, c'est votre engagement. Vous vivez déjà dans une maman comme équipière. Vous apprenez aussi à assumer des responsabilités, à vous investir sur un territoire. Voilà. Participer parfois au débat public, si vous avez des activités qui peuvent avoir des liens avec les collectivités locales ou autres. Vous développez aussi des compétences de travail en équipe. Est-ce que vous arrivez à prendre en considération les idées des unes des autres, à les reformuler, à les synthétiser, à proposer quelque chose? Est-ce que vous avez développé cette capacité à collaborer, à capitaliser sur les ressources de chacune, à travailler dans un contexte interculturel? Je pense que c'est le cas pour certaines d'entre vous dans vos engagements. Donc, tout ça, c'est des compétences. Être à l'écoute de personnalités très différentes, à vous intégrer. Vous avez aussi des compétences de communication dans le sein de vos activités. Comment vous communiquez, comment vous faites connaître vos actions, comment vous allez à la rencontre des bénéficiaires, comment vous présentez vos idées, comment vous parlez en public, comment vous définissez vos valeurs, est-ce que vous créez des supports de communication, des flyers, que sais-je. Voilà, ça c'est des compétences que vous développez. Vous développez aussi des compétences d'organisation, comme Louise de Marillac. Voilà, comment, il y a de la logistique parfois dans vos activités. Vous devez traiter beaucoup d'informations, vous devez établir des priorités, vous devez assurer un suivi des activités, vous mettez en place un rythme de réunion. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses où ça, c'est des vraies compétences aussi que vous développez. Je donne des exemples, mais vous en avez sûrement beaucoup plus que moi. Vous animez des réunions. Vous développez aussi cette capacité de force de proposition, à innover, à identifier des besoins. Je vous dis ça parce que je fais le pont avec, par exemple, le master. Maintenant, on essaie de former nos étudiants à ça. Et vous, par votre engagement, vous avez appris à faire ça, en fait, sur le terrain. De mettre en lumière des problèmes et d'essayer d'y apporter des solutions. C'est une vraie compétence. Voilà. Vous faites des diagnostics, en fait. Puis, après le diagnostic, vous proposez un plan d'action. Même si vous ne le formulez pas comme ça, c'est ce que vous faites, en fait, dans vos activités.
voilà, vous êtes capable d'animer des équipes, d'assumer des responsabilités, j'aurais plein de choses à dire, de prendre des décisions, de faire évoluer un projet aussi, d'analyser, de faire un retour d'expérience sur ce qui a été fait pour repenser le projet, pour le remettre en œuvre. Donc tout ça, c'est un certain nombre de compétences que vous développez. Je vous l'ai dit parce que je pense que c'est important d'en avoir conscience. C'est-à-dire que c'est un engagement bénévole, certes, féminin, bénévole, tout ça, mais je pense que c'est une bonne façon aussi de toucher des nouvelles équipières, hein, c'est de pouvoir leur dire, en fait, voilà, toute l'expérience que vous permettront de vivre cette aventure en fait humaine d'être équipière Saint-Vincent-de-Paul. J'enverrai à Magali un petit... il y a France Compétences a créé un petit livret pour identifier d'ailleurs la liste des compétences que développent les bénévoles. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais vous pourrez le creuser en équipe. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, donc est-ce que vous êtes dans un mouvement bénévole, un mouvement féminin, mais vous êtes un mouvement qui a des qualités. Chacune apporte sa qualité, chacune apporte sa compétence. Et finalement, votre engagement en tant qu'équipière s'inscrit dans ce que vous êtes et ce que vous faites va refléter ce que vous êtes. Pour moi, ça c'est important parce que le défaut du bénévolat parfois, c'est qu'il n'y a pas toujours de limite claire. On ne sait jamais quand il faut quitter notre engagement, pas le quitter, le renforcer, en prendre plus, en prendre moins. Je pense que c'est important d'être attentif. C'est pas parce que c'est un engagement de générosité qu'on est indispensable. On est précieux, on est unique, et on n'est jamais indispensable. Et je vous donne l'exemple, moi, sur les activités que j'ai créées pour les femmes. Maintenant, j'ai transmis. C'est-à-dire que c'est moi qui ai créé toutes ces formations, et aujourd'hui, il y a une équipe de femmes qui donne ces formations. Et à un moment, elles m'ont dit, non, ça faisait longtemps que je leur disais, j'aimerais bien que vous animiez les formations sans moi, ce serait bien. Et elles disaient, mais non, c'est ton charisme, c'est ton charisme, c'est ton charisme. Et je leur ai dit, c'est mon charisme jusqu'à ce que ça devienne le vôtre, en fait. Bon, il a fallu que je parte pour que ça se fasse, mais c'est en train de se faire. Et moi, j'ai senti qu'il fallait que je parte parce que c'était beau ce que je faisais. C'était vivant, les femmes, on vivait des belles choses dans les sessions. Enfin, j'avais pas le sentiment d'être inutile, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas... Mais je sentais que moi, j'étais plus tout à fait dans la joie. Quand j'ai commencé à sentir ça, je me suis dit attention, parce que ça va plus être fécond pour les femmes et ça va plus être fécond pour toi, et tu risques de t'accrocher. Donc, voilà, c'est là où j'ai fait ce discernement, et puis il y a eu cet appel de ce poste. Je reste en conseil pour les femmes, que je ne les abandonne pas, mais je me suis un peu retirée, et en fait, je vois qu'elles se lancent, en fait, qu'elles osent le faire. Donc tout ça, c'est aussi une attention à avoir. Disons que la mission, c'est quelque chose de dynamique et de vivant. Voilà, c'est comme un chemin, une orientation constante qu'on donne à notre existence pour qu'elle rayonne d'une certaine densité de vie. Et c'est quelque chose de progressif, c'est un dosage. Mais si je devais donner une phrase, voilà, pour paraphraser mon ami Laure Bourdin, avec qui on a beaucoup travaillé sur cette question de la mission, c'est que la mission, c'est la joie dans l'action. La joie dans l'action, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des tensions dans l'équipe, il peut y avoir des moments où on n'a pas de ressources, mais cette question de la joie dans l'action, elle est essentielle. Et donc je me dis, s'il y a quelque chose, avant de se dire comment on recrute des nouvelles personnes et tout, je pense que se reposer la question de, voilà, est-ce qu'on est toujours dans la joie dans l'action? Est-ce que c'est toujours vivant? Est-ce que c'est toujours désirant en moi? Est-ce que c'est toujours fécond? Ça va déjà rayonner de quelque chose qui va attirer voilà, quelque chose peut-être de nouvelles ressources, de nouvelles personnes, de nouveaux talents. Donc je vous invite en tout cas à vous poser la question, chacune de vous, sur cette question de, voilà, est-ce que je suis toujours dans la joie dans l'action? Voilà, donc moi je vois bien que voilà, cette présence de joie. La joie ne veut pas dire qu'on n'est pas éprouvé, qu'on n'a pas des difficultés, hein. Je parle d'une joie profonde, mais moi c'est la joie d'être à sa place en fait, et de sentir que c'est vivant. Voilà. Moi je trouve que ce qui est beau dans notre vie, c'est qu'on est pèlerin, et je trouve que ces lieux d'engagement, c'est vraiment une expérience spirituelle profonde, voilà, comme les engagements que vous avez aux équipes Saint-Vincent-de-Paul. Pas parce que c'est bien, j'ai bien rempli mon travail de chrétien, je suis une bonne catho, j'ai un engagement bénévole,
mais parce que, en fait, je dis un oui à la suite du Seigneur, je prends un risque. Et voilà, je m'engage. Et peut-être qu'après, il va m'amener ailleurs. Et c'est là que je dois rester à son écoute. Et pendant un temps, ça va être beau, fécond, ça va prendre ton temps. Et hop, il va m'amener à une autre idée au sein des équipes. Ça peut être, voilà, je vous invite pas à quitter le mouvement, c'est pas ça un jeudi, mais ouais, je me fais enlever à la sortie. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est de garder ce mouvement vivant, c'est d'être souple dans les mains du Seigneur. Voilà. C'est rester à sa place, c'est rester à la place qu'il me donne et non pas prendre ma place. Là où je me reçois de lui, c'est vivant. Voilà, et ça déborde. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase de Saint Bernard de Clairvaux. Nous sommes des vases que nous ne pouvons donner que ce qui déborde. Il y a un gros enjeu parce que nous, les femmes, on est très fortes pour donner un fond de cale. Je donne le reste d'essence que j'ai, j'avance, je cale, je remets un peu d'essence, je réavance, je cale, je remets un peu d'essence. Et souvent, le réservoir n'est pas rempli à bord. Donc ce réservoir, c'est bon d'identifier ce qui le remplit. Et il peut être rempli dans l'engagement, hein. Mais voilà, il est rempli par cette présence amoureuse, cœur à cœur avec le Seigneur, qu'on peut vivre, qui va irriguer notre engagement. Il est rempli par les liens qu'on va tisser, il est rempli par cette joie dans l'action. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui déborde à un moment pour qu'on puisse vraiment se donner. Et moi, j'aime bien faire la différence entre donner et se donner. On peut donner des ressources, voilà, du temps, mais se donner, c'est donner qui je suis. Et ça, c'est notre vocation profonde. Voilà. Et puis c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, donc qui est invité à évoluer. Et ce que je trouve très beau, donc je sais, voilà, je vois aujourd'hui que la moyenne d'âge des équipes Saint-Vincent-de-Paul est, j'allais dire, un peu plus âgée que la mienne. C'est légèrement, peut-être. Mais voilà, jusqu'à 67 ans, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, ce qui est très beau, c'est que ça, pour moi, c'est une spécificité aussi féminine. C'est que nous, les femmes, on vit dans notre corps une expérience que je n'ai pas encore faite, mais que je vivrai dans quelques années, qui est la ménopause. Et étonnamment, la ménopause, ça peut être un moment de deuil où on se dit, voilà, mais c'est la fin de la fertilité. Mais je trouve que ce qui est beau, c'est que la fin de la fertilité n'est pas la fin de la fécondité. Que la femme manifeste, parce qu'on vit quasiment 40 ans maintenant après notre ménopause, enfin 30-40 ans, quoi, globalement. Donc, c'est comme si la femme dans son corps, puisque l'homme ne vit pas tout à fait, enfin je ne sais pas si on peut parler d'andropause, mais il ne vit pas tout à fait les mêmes bouleversements physiologiques, manifeste dans son corps que l'être humain est appelé à une fécondité autre que la fécondité, la fertilité. Il paraît que chez les mammifères, voilà, si on considère que nous sommes des mammifères, ben, on est le seul mammifère qui survivons à la ménopause. La plupart des mammifères, voilà, les chiennes, elles mettent bas, et puis à peu près au moment où elles ne peuvent plus mettre bas, elles meurent souvent. Donc ça dit bien qu'il y a une vocation de l'être humain qui est la fécondité, qui est une autre fécondité. Et il y a beaucoup d'exemples de femmes qui trouvent leur engagement de mission. Je pense à Mère Teresa, je pense à Sœur Emmanuelle. Elles ont d'abord eu un appel d'état de vie, être religieuses. Mais leur mission, les chiffonniers du Caire, les moureurs de Calcutta, elles l'ont reçue à peu près autour de la ménopause, quoi. Donc voilà, pourquoi ? Parce que c'est un âge, c'est hyper précieux chez les femmes, c'est un âge d'authenticité. En fait, on sort de nos rôles et de nos fonctions, de mère, de machin, et donc de se définir un peu comme le monde aujourd'hui se définit. Je suis chef d'entreprise et je suis mère de tant d'enfants et je suis là. Et il y a une espèce de radicalité qu'on vit dans le corps à la ménopause qui nous ramène à dire, mais en fait, qui je suis ? En fait, c'est quoi mes dons, mes talents, la personne unique que je suis ? Quand je vais m'ouvrir au monde, quel est mon appel singulier ? Et ça, souvent, c'est quelque chose qui peut se réveiller à ce moment-là de la vie. Donc, c'est pas anodin. Il y a beaucoup de femmes engagées, voilà, après 50 ans, et je trouve ça très beau. Donc, je vous invite à faire mémoire de femmes comme Mère Emmanuelle, Sœur Emmanuelle et Mère Teresa, et qui nous prouvent que, voilà, il n'y a pas d'âge pour être fécond. Voilà, mon troisième petit point, c'était d'aborder peut-être plus les écueils éventuels d'un mouvement féminin. Ça va, vous suivez. Parce que parfois c'est un peu abondant, donc je ne vais pas perdre. Alors, ce que moi j'ai pu observer d'écueils du féminin, c'est pas exhaustif ce que je vais dire, mais c'est important d'en avoir conscience. Je pense que c'est toujours important d'avoir conscience
Et encore plus dans le monde des solidarités. Je vous explique pourquoi. Parce que nos missions, nos appels, souvent, c'est le lieu de notre blessure. Et donc c'est à la fois le lieu, la blessure, c'est souvent le lieu de la fécondité et du combat spirituel. Voilà. C'est-à-dire que souvent c'est là où on a été, voilà, où il y a un manque concret, on va s'engager, qu'on va donner. Moi, par exemple, je ne me suis pas intéressée à ces sujets de la femme et du féminin parce qu'un matin, je m'étais réveillée, j'avais fait la femme parfaite, j'avais tout compris. Je l'ai créé parce que j'ai créé ce que je n'avais pas eu quand j'étais ado, j'ai créé ce qui m'avait manqué, j'ai créé parce que c'était une interrogation, j'ai créé parce que ça a pu être difficile quand j'étais jeune, j'ai créé parce que j'avais des questions auxquelles il n'y avait pas de réponse, et donc je me suis mis en chemin pour créer. Voilà. Tout comme les équipières, les premières équipières, elles ont créé ce qui manquait, quoi. Elles ont identifié un manque dans la société, dans l'accompagnement des pauvres, et elles ont créé. Mais ça peut être aussi le lieu de notre combat spirituel, c'est-à-dire que notre ego, il n'est jamais loin, et il finit par s'identifier à ce qu'il fait. Voilà. Et du coup, il finit par se crisper dans sa posture, de son engagement, de son petit rôle qu'il joue. On voit ça dans les paroisses, vous avez remarqué. La personne qui ne veut pas décoller de l'animation des messes alors qu'elle n'a plus de voix depuis quand même pas mal d'années, mais que c'est son précaré. Ça, c'est un peu ce truc de l'ego. C'est non, j'existe par ça. Et donc pour moi, c'est important, en tout cas, d'être attentif au fait que notre vocation, c'est d'aimer et d'être aimé. Et par débordement, je me donne au monde par mes talents et mes compétences. Et ce que je donne au monde, ce que je fais dans les équipes Saint-Vincent-de-Paul, ce que je fais dans mon travail, ce que vous faites, c'est du débordement de cet amour que je reçois et que je donne dans ma vie. C'est pas qui je suis. C'est ce que je veux dire. Et ça, c'est important. Mais ça nous est difficile parce que, et moi aussi, voilà, première, qu'est-ce que c'est difficile de se représenter l'amour de Dieu? Parce que l'amour inconditionnel, c'est pas quelque chose dont on fait l'expérience dans notre vie. Peut-être même de nos parents, ils vont aimer imparfaitement. Tant mieux, c'est ce qui nous permet aussi de les quitter et de devenir adultes. Mais voilà. Et donc, ma vocation est aimer, être aimée par débordement. Voilà, je suis engagée aux équipes Saint-Vincent-de-Paul. Voilà. Et puis j'ai un appel de vie. Donc les écueils peut avoir le féminin, c'est il y a deux écueils, je vois souvent, c'est chez les femmes, et on le voit aujourd'hui dans les mouvements féministes, c'est la victimisation et la toute-puissance. Si vous regardez les mouvements féministes aujourd'hui, c'est soit je suis la victime permanente, c'est de la faute de mon patron, des hommes, de mon mari, d'Emmanuel Macron, voilà. C'est pas de ma faute. C'est une chanson que chante ma petite nièce qui a 2 ans tout le temps. Désolée, c'est pas ma faute. Et donc, cette posture victimaire, mais qui, je dis pas qu'il faut pas dénoncer, quand il y a une vraie, voilà, je pense aux abus dans l'église, etc., c'est important de reconnaître. C'est important qu'il y ait une justice. Mais la posture victimaire, et c'est vraiment l'écueil de notre monde aujourd'hui, c'est une posture d'immaturité. C'est-à-dire qu'en fait, je ne prends pas la responsabilité de ma vie. Et parfois, inconsciemment, ça peut être confortable. Ça peut être... c'est un exemple que je donne parfois dans cette question. Parfois, en tant que femme, on n'ose pas prendre des responsabilités, on n'ose pas se donner, et parce qu'on a peur de l'échec, de l'épreuve, mais parfois on a peur de réussir aussi. Qu'est-ce qui va se passer si je réussis? Est-ce que je vais être moins aimée? Tant que je suis un peu une victime, j'ai des compensations, un peu, vous voyez, les autres s'occupent de moi, ils ont pitié de moi. Enfin, voilà. Je vous donne un exemple, mais en tout cas, le victimaire, ça c'est vraiment quelque chose qui peut être présent parfois ça peut être un écueil du féminin important. J'allais dire, c'est l'ombre du féminin. Tout à l'heure, je vous ai parlé de toutes les ressources positives du féminin, ça peut être une ombre. Une autre ombre du féminin, et en fait l'écueil féminin, on peut pencher tantôt vers l'un, tantôt vers l'autre, c'est la toute-puissance, la volonté de contrôle, de tout contrôler, de tout gérer, c'est la tsarine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on le voit très fort dans les mouvements féminins, et moi je le dis aussi, et ça je le dis avec conviction,
que parfois les femmes sont plus violentes entre elles que certains hommes à l'égard des femmes. On dit beaucoup c'est de la faute des hommes. Dans les pays où on pratique l'excision, ce sont les femmes qui excisent les petites filles, ce ne sont pas les hommes. Bon, alors certes, pour répondre peut-être à des attentes masculines, mais en tout cas, celles qui maintiennent la tradition, ce sont les femmes. Et donc, je pense que c'est important de l'avoir en tête, c'est qu'on peut être notre propre ennemi, notre volonté de contrôle et de toute puissance. Et comme la femme, elle a cette aspiration à la complétude, dont je vous parlais, à être dans le tout, ben, elle peut, dans sa peur, et notamment sa peur de ne pas être protégée, soutenue, elle va contrôler. Et là, ça fait des petits tyrans. Voilà. Peut-être qu'on peut rencontrer dans nos engagements. Donc, il peut y avoir des tyrans victimes et des tyrans chefs. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a deux formes de tyrannisme. Et donc ça, je pense que c'est important parce que, en plus, c'est encore plus fort dans les milieux associatifs et dans les milieux d'église et dans le secteur des solidarités professionnelles et bénévoles. Parce que, en tout cas, par exemple, le management toxique, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de métiers, mais on va le retrouver très fort dans des métiers de sens et d'engagement. Parce qu'il y a beaucoup d'humains, parce qu'il y a beaucoup de personnalités sensibles, parce qu'il y a beaucoup, voilà. Donc on va retrouver d'autant plus, voilà, ce type de figure. Et donc je pense que ce qui est important, c'est de savoir que ça existe. Donc d'être en vérité par rapport à ça. Et de soi-même être toujours attentif à nos petits mouvements. Soit de plainte et de complainte, le côté victimaire de temps en temps, voilà, quand ça vient. Voilà, bon, maintenant je me plains de ça, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Sur quoi je peux agir ? Comment je peux l'exprimer ? Je prends mes responsabilités. Et puis nos petits moments de tyran, de contrôle, je pense s'arrêter et dire, attends, pourquoi là, de quoi j'ai peur ? Qu'est-ce qui va se passer si je ne maîtrise pas ? Ouais, de pouvoir faire notre examen de conscience dans notre engagement. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que notre vie extérieure est un reflet de notre vie intérieure. Et souvent, les conflits qu'on vit à l'extérieur sont souvent à l'image de nos conflits et de nos tensions intérieures. Donc, plus on va aller être sans arrêt, en fait, c'est comme un voyage, quoi, de l'intérieur à l'extérieur, de l'intime au collectif, d'être... je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel, c'est de pouvoir vous dire, comment est-ce que dans mon engagement, je peux être cohérente, je peux être congruente, voilà. Comment j'incarne ce que je veux donner. Je voudrais incarner cette générosité, je voudrais incarner ce don de moi-même dans l'engagement que je prends. Et ça me paraît essentiel parce qu'on a eu tout un mouvement dans l'Église dans les années 70, l'Église sociale, qui a été très présent. Et puis, on a des courants plus mystiques qui vont dire que l'Église s'est un peu perdue, elle a perdu cette dimension spirituelle, et du coup, il y a des gens qui vont avoir besoin qu'on remette plus de rituels. Vous voyez, il y a plein de petites querelles dans l'Église. Moi, je l'ai vu dans l'activité que je faisais avant, je rencontrais vraiment tous les milieux, toutes les sensibilités d'Église, donc c'était assez intéressant. Et je me disais, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on exclut ? C'est ensemble, en fait. On a besoin des deux. On a besoin que le lieu du sacré et de la rencontre avec le Seigneur, il irrigue mon être au point que je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me donner aux autres dans la charité et dans l'action et l'engagement. Donc je pense que c'est important, voilà, que l'être, voilà, j'aime bien dire, voilà, le vrai mouvement, c'est être, faire, avoir, et non pas avoir, faire, être. Quand j'aurai enfin une équipe compétente, je pourrai enfin mettre en place ce projet, et alors je serai enfin heureuse. Non. Voilà. D'abord, je retrouve cette joie de l'engagement, et c'est parce que je suis heureuse de m'engager dans l'être que en fait j'agis, mon action est positive et que ça soude mon équipe et que ça crée quelque chose de vivant. Parce que je veux dire, c'est le mouvement, il faut penser à l'inverse. Vous voyez, souvent on est dans le... Alors je donne cet exemple, il n'est peut-être pas très bon, mais parce que je pensais à d'autres situations, mais vous savez, souvent les jeunes femmes, elles vont vous dire... moi je me souviens très bien que quand je suis partie en mission de volontariat au Cambodge, il y a quelques années, il y a 12 ans, j'avais des gens qui me disaient « Oui, non, mais moi je le ferais quand j'aurai rencontré l'homme de ma vie, je pourrais vraiment partir en mission. » Alors,
moi je me suis dit, moi j'ai ce désir de partir en mission, il n'est pas encore là, donc voilà, je pars et c'est parce que je pars que je vais être heureuse, que je vais rayonner, et que peut-être sur mon chemin, voilà, il y aura cette rencontre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est de penser les choses autrement. En tout cas, je pense que c'est ce que vous faites dans les équipes. Sur la toute-puissance. Un autre écueil aussi qu'on peut trouver dans les mouvements féminins, c'est l'implicite. Ne pas oser dire, ne pas oser exprimer, ne pas oser clarifier. Voilà, les femmes, on a tendance à penser qu'on se devine. On se comprend. On a fait passer le message. Elle voit bien. Je dis ça parce que dans le couple, c'est souvent le cas. Hein. Les femmes aimeraient que leurs conjoints les devinent. Souvent, ils ne devinent pas. Donc, c'est compliqué. Voilà. Donc, apprendre à mettre des mots, à clarifier, à exprimer de manière positive, à dire voilà comment je me sens, ce que je perçois, ce qui me manque, ce dont j'aurais besoin, à faire une demande à mes collaboratrices. Je ne vais pas vous faire un cours de communication non violente, mais vous voyez ce que je veux dire, ça c'est important, je pense que ça peut être un écueil, et donc vos réunions, elles doivent servir à ça. Et ça passe par une qualité très forte du féminin, c'est d'abord de faire de l'informel avant de faire du formel. Très très fortes les femmes pour ça, et ça c'est un don. D'abord on fait de l'informel, on prend un café, on prend le temps de se retrouver, on se partage des nouvelles, et ensuite on va sur le formel. Mais on va sur le formel, on parle des choses importantes, on nomme les sujets. Et on ne fait pas glisser à travers la confidence que me fait telle de mes coéquipières qu'en fait j'étais pas très contente de la manière dont elle s'est comportée la dernière fois, en lui expliquant ah oui je comprends que ton mari réagisse comme ça parce que en fait j'essaie de lui faire comprendre son défaut de manière subtile et voilà. Donc ça peut être peut-être un petit écueil féminin, donc je pense que c'est important d'apprendre à clarifier, à mettre des mots. Et puis un autre écueil du féminin, en tout cas une difficulté dans les mouvements féminins que j'ai remarqué, c'est qu'en fait une des valeurs du féminin c'est l'harmonie, et les femmes n'aiment pas trop avoir de la hiérarchie entre elles. C'est quelque chose qui est moins difficile aux hommes, voilà, de savoir qui est le chef. Les hommes apprécient de savoir qui est le chef. Chez les femmes il y a quelque chose d'un peu plus ténu, on n'aime pas trop que le chef soit trop chef, on aime bien se dire qu'on est toutes au même niveau, et je pense qu'à la base ça vient d'une qualité du féminin qui est de chercher l'harmonie et le consensus, mais parfois c'est nécessaire qu'il y ait une forme de hiérarchie, parce qu'il faut que quelqu'un clôture, prenne des décisions. Alors ce qui est important c'est de confier à chacune ses responsabilités, mais je pense qu'il faut le voir. Alors ce qui est bien fait peut-être dans le mouvement aussi, c'est comme vous nommez des responsabilités, et puis j'imagine que ça évolue dans le temps et que ça peut changer, mais je pense que c'est important d'accepter qu'il y ait une part de management et de personnes responsables, mais de pouvoir le vivre de manière féminine, c'est-à-dire une forme de proximité. Il n'y a pas forcément dans la hiérarchie une espèce de distance qui se crée, vous voyez ce que je veux dire, mais néanmoins d'accepter ça peut être un écueil et une difficulté qu'on peut rencontrer. Voilà, c'est pas exhaustif ce que je vous donne, mais c'est des petites pistes. Donc victimaire, la toute-puissance, l'absence la difficulté à avoir une communication claire, la difficulté avec la hiérarchie et l'organisation, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et puis vraiment cette question essentielle que j'ai évoquée au démarrage, cette question de mon appel, souvent il part de ma blessure, donc de rester aussi, il peut, c'est pas exclusif, mais souvent il peut y avoir, ma compassion, souvent quand j'ai envie de prendre soin des autres, et c'est bon notre cœur de compassion, c'est aussi parce que nous-mêmes, à un moment dans notre vie, dans notre enfance, j'en sais rien, on a identifié qu'on aurait aimé être rejoint, être rencontré, et c'est inconscient, on n'a pas toujours conscience, mais et l'écueil, c'est que parfois on peut vouloir se réparer en réparant les autres, vous voyez, dans notre action, et donc ça, je pense qu'il faut être très attentif. Non, c'est pas je me répare en réparant les autres, donc ça c'est en plus encore un peu de la toute-puissance. Déjà, il y en a qu'un qui sauve, c'est le Seigneur, comme ça c'est réglé, on sait qu'on sauve personne, mais c'est de se dire, j'ai conscience que je suis aussi vulnérable, et je vais me donner avec cette vulnérabilité, et savoir que forcément mon engagement il va venir me bousculer, me titiller, réveiller de temps en temps cette blessure, et plus j'en suis consciente, moins je vais rentrer dans le contrôle, et plus je vais
je vais voir comment aussi tout ce que je vis dans cet engagement, c'est un endroit où le Seigneur vient aussi guérir, vient apaiser, vient faire grandir des choses en moi. Moi, c'est ma conviction, c'est que souvent, on me dit « Ah, mais tu changes d'activité. » Là, je suis dans un métier qui rejoint les métiers que je faisais avant mes 7 ans d'indépendance. Mais ce que je voulais dire, c'est que je dis « Mais je crois qu'en fait, je ne suis pas sûre que le sujet, ce soit ma mission en tant que telle, quel est mon appel, mais c'est comment je laisse la possibilité au Seigneur de me travailler, de me sanctifier là où il m'envoie. Et comment moi, je suis sa glaise, et d'accepter en fait d'être transformé, d'être pétri, de grandir dans cet espace. C'est ce que j'appelle l'humilité, l'humus. Donc c'est l'humus, la terre, c'est est-ce que je reconnais, je célèbre mon engagement, je m'inscris dans un ensemble plus grand que moi, je suis une équipière, donc je fais partie d'une équipe, je suis reliée avec d'autres, et je m'inscris dans un mouvement qui existe depuis 400 ans, je suis un maillon de la chaîne, et il y aura d'autres maillons. Et puis, j'accepte d'être toujours souple et en mouvement dans cet engagement, souple dans les mains du Seigneur, là où je perçois, j'entends son appel, et cet appel, aussi des plus vulnérables. Je vous dis ça parce que, par exemple, mettons que dans vos équipes, dans vos activités, vous ayez monté une activité super. Et puis un jour, vous devez partir parce que c'est la fin de votre engagement, vous vieillissez, vous avez moins la possibilité. Parfois, ça peut être difficile de quitter quelque chose qu'on a créé. Et derrière, c'est pas exactement comme quand c'était vous. Ça, Saint François d'Assise, il l'a vécu. Il a beaucoup souffert, ça a été sa passion à la fin de sa vie, Saint François d'Assise. Il était, lui, il voulait vraiment des frères pauvres avec les pauvres. Il voulait pas des théologiens, des savants. Il voulait pas un truc trop structuré, trop organisé. Et puis en fait, le mouvement, peu à peu, a attiré tellement de frères que ça a commencé à repartir comme sur le mode des bénédictins, beaucoup plus structuré. Et il souffrait de ça. Et il est allé voir Claire d'Assise. Et c'est ma sainte patronne, je l'aime beaucoup. Et Claire lui a dit mais François, c'est ton œuvre ou c'est l'œuvre du Seigneur? Et oui, ça lui a vraiment apporté la paix. Et je pense que pouvoir redire tout le temps c'est l'œuvre du Seigneur, non seulement ça nous donne la confiance dans le fait qu'il va nous donner les ressources, comme il a donné à Saint Joseph les ressources pour prendre soin de Marie et de l'enfant Jésus, comme il a donné Marie les ressources pour accueillir cet enfant, comme à chaque instant il nous donne les ressources. Et ça nous permet que tout ce qu'on engage reste vivant et puis d'être confiant en fait que quand on doit transmettre ou accueillir quelqu'un d'autre dans l'équipe, c'est l'œuvre du Seigneur, il œuvre avec nous. Voilà. Et je finirai, puisqu'on n'a plus que 5 minutes, c'est ça, je crois, sur comment vivre cette altérité dans la mission et dans nos engagements. Alors j'ai évoqué la dimension initiatique du féminin. Dans beaucoup de contes, de mythes anciens, les mythes souvent sont un récit de l'intériorité de l'être humain. C'est-à-dire les contes, les mythes, nos récits aussi bibliques, nos textes parlent, n'ont pas que valeur historique, ils parlent aussi d'une réalité intérieure de l'être humain. Il y a quelque chose de... On a essayé de raconter en histoire ce qui se passait dans le cœur de l'homme, ce qui n'est pas forcément évident à mettre en mots. Et dans beaucoup de mythes, on voit cette dimension un peu initiatique de la femme. Alors là, je prends l'image de Judith. Donc Judith, vous connaissez le livre de Judith. Donc Judith, juive, les Juifs sont attaqués par Holofrène et ils sont assiégés en fait. Ils ne savent pas trop comment ils vont s'en dépêtrer. Et Judith, elle choisit de partir en amour, d'aller à la rencontre d'Holofrène l'ennemi. Et c'est vraiment décrit, je trouve que c'est absolument magnifique parce qu'on décrit, c'est une veuve, Judith, donc elle vivait dans une forme d'humilité et tout, puis elle se part. Donc c'est décrit, elle met ses colliers, ses bracelets, sa tunique, et d'ailleurs les anciens la regardent partir et contemplent sa beauté. Elle se part, elle va à la rencontre d'Holofrène et elle lui dit, elle vient discuter avec lui. Alors vous connaissez la suite de l'histoire, c'est qu'elle lui coupe la tête après. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a cette parole, et là je vais revenir au côté symbolique, il lui dit mais comme tu es belle dans ton visage et tu es sage dans tes paroles, je n'ai jamais connu une femme comme toi.
bon, je ne vous fais pas la citation exacte, mais c'est l'esprit. Mais si ce que tu me dis est vrai, eh bien ton Dieu sera mon Dieu. Et après, bon, la tête coupée. On peut se dire c'est un peu, voilà. Et elle délivre Israël. Mais si on le prend d'un point de vue symbolique, c'est comment cette initiative féminine, cet élan féminin, cette audace féminine fait renoncer à cet homme, voilà, à son occupation, fait passer cet homme de la tête au cœur. Et je pense que vous avez ce côté initiatique, vous avez amené, aujourd'hui, heureusement, il y a plein d'hommes dans le monde de la solidarité, de l'action sociale, mais voilà, les équipières ont amené ce souffle et elles ont été initiatrices. Et ça, c'est quelque chose à célébrer. Voilà, c'est vraiment une vocation de la femme. L'alliance, c'est quelque chose qui se vit intérieurement. Et donc, je vous invite à la question de la place des hommes, puisque on a la chance d'avoir des hommes dans cette salle. Mais je pense que la place des hommes, elle est déjà là, peut-être dans votre engagement, voilà, auprès des bénéficiaires, parce que vous accompagnez des populations hommes. La place de l'homme, elle a été là aussi dans cette relation avec Saint Vincent de Paul au départ, qui a initié, donc qui a semé, et sur cette terre féconde féminine, ça a poussé et ça a porté du fruit. Très beau symboliquement. Et je crois que cette collaboration, vous avez des aumôniers, donc ça demeure aussi. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que avant de se dire il faut révolutionner le mouvement, peut-être considérer ce qui est déjà là et ce qui peut grandir. Et je pense qu'il y a beaucoup de façons de vivre l'altérité. L'alliance dans nos vies, elle se vit de plein de façons. Elle se vit intérieurement. Voilà, comment je fais alliance avec le Seigneur, comment je fais alliance avec celle que je suis, corps, âme, esprit. Comment je fais alliance avec les hommes avec lesquels je vis, mon frère, ami, époux, bénéficiaire. Et comment je vis cette alliance aussi dans cette expérience que vous faites de l'altérité profonde qu'est l'interculturalité, par exemple quand vous vous occupez de migrants. Et je me dis, cette question de l'alliance, pour moi, le mouvement restera vivant si cette notion d'alliance est au cœur. Voilà. Moi, par exemple, je ne suis pas mariée. Et donc, revient beaucoup cette question, parce que je parle beaucoup de la question des relations hommes-femmes. Et en fait, je me suis rendu compte dans le temps qu'aussi, en fait, je la vivais, cette alliance. Je la vivais avec des amis, avec des frères, avec des collègues. Je la vivais, cette altérité, en fait. Il y a on est révélé par la présence de l'homme, on réveille l'homme. Moi, j'aime bien dire que l'homme révèle la femme. Souvent, le regard de l'homme aide la femme à découvrir ce qu'elle est. Et ça, peut-être que c'est ce que Saint Vincent de Paul a initié. Et la femme réveille l'homme. Elle l'amène à passer au cœur, elle l'amène à aller à l'essentiel. Donc, cette notion d'alliance, je pense que vous le vivez par le témoignage de votre vie et de votre engagement. Et ce que je vous inviterais juste à faire, c'est de vous interroger, en fait, peut-être quand viendra le moment, sur quelle place a l'alliance, en fait, dans notre mouvement. Voilà. Comment on vit l'alliance? Est-ce qu'on fait alliance entre nous, déjà? Est-ce qu'on fait alliance avec nos bénéficiaires? Est-ce qu'on le vit dans la séparation ou est-ce qu'on le vit dans la communion? Est-ce qu'il y a de l'altérité? Comment elle se manifeste? Voilà, c'est des questions que je laisse un peu en suspens. Pour conclure, je dirais qu'au-delà de la vocation féminine du mouvement, je dirais que votre spécificité, c'était d'être audace au service de la charité. Je crois que Jean-Paul II, il parlait de génie féminin, et peut-être qu'on peut dire que les équipières, les dames de la charité, amenaient un génie féminin. Christiane Saint-Jacques, toujours mon auteure chez lui, elle dit dans ce même livre, Une passion, ce qui nous manque le plus cruellement aujourd'hui, c'est la qualité du féminin. Si nous n'y prenons pas garde, la religion va devenir une machine à raisonner droit. Ce langage partout crissant d'anathème. L'Église a raté sa chance de rester femme, fervente, accueillante, féconde. Elle a raté sa vocation d'épouse du Christ. Le Cantique des Cantiques, tu l'as lu. Le Cantique des Cantiques, tu l'as lu en prophète, Bernard de Clairvaux. Eh bien, moi, je le lis en amante. En rejetant les femmes et l'amour,
Vous avez rejeté hors de vos institutions et de vous-même la qualité du féminin. Et toute la violence a sa source dans cette violence que vous avez fait subir à vous-même. Donc, ce que je vous inviterais à visiter, c'est est-ce que votre mouvement est toujours féminin dans ses instances, dans ses profondeurs? Est-ce qu'il reste vivant? Est-ce qu'il reste créatif? Est-ce qu'il reste désirant? Est-ce qu'il reste souple? Est-ce qu'il reste dans l'accueil, dans la réceptivité? Voilà, à quel moment il s'est rigidifié? Si c'est le cas, hein, c'est une question que je pose, hein, c'est pas... Et est-ce que vous partez toujours à la rencontre, voilà, de ceux que vous accompagnez, que vous recevez, avec un cœur d'amoureuse, quoi, avec cet élan de vie qui n'est pas... Parce que moi, je dis, il n'y a pas d'âge pour être amoureuse, hein, c'est toute la vie. Et avant tout amoureuse de la vie et du vivant et du Seigneur. Et le principe de l'amoureuse versus la personne qui contrôle, c'est qu'elle ne contrôle pas. Voilà, elle accepte bien sûr, il y a le cadre et on se structure, mais elle accepte d'être bousculée, elle accepte d'être surprise, elle accepte de recevoir les cadeaux de la vie, elle accepte la rencontre, elle accepte la vulnérabilité, elle accepte d'être avec un cœur ouvert dans cet engagement. Et c'est peut-être l'invitation que j'avais envie de vous laisser à la fin de cette conférence. Voilà, comment rester un mouvement féminin en nous reliant en profondeur sur ce qu'est le féminin, pas juste en étant des femmes biologiques, vous voyez ce que je veux dire, mais en se reliant profondément au féminin. Voilà.